Oui, alors j'ai voulu dresser un bilan un peu, justement, parce que, grosso modo, ça fait un an, l'Égypte, un peu plus pour la Tunisie. On est en plein euh, meurtre collectif euh, en Syrie. La Libye, on en parle moins. Donc j'ai trouvé intéressant cette semaine de revenir un peu globalement sur l'ensemble de ces révolutions, pour montrer en effet la complexité. C'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille. L'Égypte, il y a un triple pouvoir qui s'est installé et on ne sait pas comment ça va se dénouer. Donc les frères musulmans ont gagné les élections. Ils sont talonnés par les salafistes en plus, qui était un peu inattendu. Euh, Ça c'est pour, disons, le législatif. Pour l'exécutif, l'armée est toujours là et on la suspecte sérieusement de, de créer le chaos dans la société, comme ça s'est passé récemment à Port Saïd, pour justifier et légitimer son maintien au pouvoir. Ça c'est l'exécutif. Et puis on a entre ces deux pouvoirs un petit pouvoir qui est celui de la rue, celui de la place Tahrir, qui a été spolié un peu de la révolution, qui n'a pas une grande assise sociale dans le pays, mais qui quand même a été l'élément moteur de tout ce mouvement. C'est même peu dit, hein, c'est-à-dire que on est là dans des situations qui sont beaucoup plus dramatiques encore, et en particulier en Syrie. Bon, la Libye, peu à peu, semble quand même retrouver ses esprits, s'installe dans une paix armée pour l'instant. Il y a des procès qui commencent d'anciens dirigeants kadhafistes. Il faut voir comment ils vont être traités. C'est aussi le signe d'une société renaissante. S'ils sont traités selon le droit ou selon un peu la loi de Lynch, hein. En ce qui concerne la Syrie, évidemment, c'est le pays qui est dans la tragédie, dans le sang. Et là, la situation est tout à fait dramatique parce que euh, c'est pas tellement le fait que les Nations Unies n'arrivent pas à voter de résolution parce que la Russie fait obstacle et la Chine aussi. Mais si ils ne faisaient pas obstacle, que se passerait-il? Pas grand-chose d'autre parce qu'il n'y a pas de solution. Je crois qu'il faut entendre surtout quand même les opposants de l'intérieur qui souhaitent l'arrivée massive de casques verts des pays arabes qui auraient une légitimité. Ils ne veulent absolument pas l'intervention occidentale et qui peut-être en effet pourrait, disons, jouer les médiateurs à l'intérieur du pays, compte tenu du fait que de toute façon, toute médiation maintenant suppose quand même que le régime d'Achar el-Assad, qui a tant de sang sur les mains, parte. Ah, évidemment non, évidemment non. Mais on peut se poser la question parce que certains se la posent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que certains ont l'illusion que ce serait un chemin radieux et qu'il y aurait une sorte de duplication comme ça de la révolution tunisienne à l'infini avec des dictateurs qui tombent, etc. C'est pas ça du tout. Il ne faut pas oublier que la révolution française, entre la prise de la Bastille en 1789 et puis l'avènement de la Troisième République, il y a un siècle qui s'écoule. Un siècle avec Thermidor, avec l'Empire, avec la Restauration, deux autres révolutions encore en 1830 et 1848. Donc on n'est pas au bout du chemin sans doute. Et c'est un mouvement chaotique avec probablement encore beaucoup de douleurs et de souffrances. Mais de la même façon que on ne peut pas regretter la chute du mur de Berlin en 1989 au nom du fait que les rêves qu'on nourrissait à cette époque-là n'ont pas été accomplis. C'est probablement un passage obligé qui a fait le lit du néolibéralisme, mais cette histoire-là non plus n'est pas finie, et donc il faut en effet assumer, disons, les méandres de ces mouvements historiques.